Mercredi 17 avril 2017. Bonsoir et merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé est au Maroc. Il participe aux assises de l'agriculture à Fès-Meknès sous le thème Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l'eau. Désenclavement des zones de production, la question préoccupe le gouvernement. Plus de 4 milliards de francs guinéens ont été investis dans la construction des ponts et des pistes rurales. Mais quel est le constat sur le terrain après 4 mois d'exécution des travaux? La réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Après Paris, le président de la République, professeur Alpha Condé, est au Maroc. Le président en exercice de l'Union africaine était à l'ouverture ce matin des assises de l'agriculture à Fès-Meknès sur le thème Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l'eau. Cet événement mobilise les acteurs évoluant dans le domaine agricole de plusieurs pays. Voici le compte-rendu signé de Sanarsi Keita. Pour la 12e fois, la ville de Meknès abrite le Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM. Cette édition 2017 est axée autour du thème agro-business et chaîne de valeur agricole durable. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, rehausse de sa présence ces assises de Meknès. Je suis convaincu que le Maroc apportera une contribution remarquable dans la mise en œuvre de cette entreprise exaltante de solidarité entre les peuples africains. Son exemple servira et convaincra ceux de ces pays frères qui ne le sont pas encore que le développement de nos pays, quelle que soit leur richesse en matière minérale, passe nécessairement par le développement de l'agriculture. L'impact de la mise en œuvre du plan Maroc REC, découlant de la vision extraordinaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur le développement remarquable de l'agriculture marocaine, sur la lutte contre la pauvreté et sur les garanties de sécurité alimentaire qui en sont découlées, sont autant de preuves de la richesse de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il suffit de rappeler que dans nos pays, l'agriculture concentre près de 35% des emplois directs du continent et génère des revenus de près de 70% de la population, soit plus de 600 millions d'hommes. Elle est la première activité économique de 95% des pays africains. Pour se convaincre de l'intérêt nécessité de donner au développement de notre agriculture la priorité requise en rapport avec l'impact qu'il peut avoir sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. C'est pour ces mêmes raisons que déjà dans mon projet de société proposé au Guinée en 2010, au recueil de confiance, j'ai mis l'accent sur ce qui devait être une priorité de mon gouvernement, pour éviter qu'elle figurait en bonne place le développement de notre agriculture à côté de l'énergie, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc. Le développement de l'agriculture, nous pouvons maximiser ses efforts sur la croissance économique, mais s'il y a des infrastructures d'irrigation, de stockage, de transformation et d'évacuation des récoltes et d'accès au marché. Et s'il y a l'énergie pour le traitement et la transformation des récoltes. Et si les agriculteurs sont bien formés et bien portants et incités à produire plus et mieux, et parce qu'ils gagnent des revenus qui leur permettra d'améliorer leur conditions de vie, d'inscrire leurs enfants et de préparer la pérennité de leur exploitation familiale. La gestion rationnelle et durable des sols et des fertilités, le développement de la petite irrigation et la maîtrise aussi complète que possible des eaux sur les grandes plaines, l'agrégation des petits agriculteurs aux grandes exploitations agricoles et les agressions agro-industrielles sont autant d'orientations dans la mise en œuvre de nos programmes de développement économique durable. C'est le lieu de remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI et le royaume chérifien pour leur constante disponibilité à nous accompagner dans nos différents domaines, en particulier par la mise à disposition d'un laboratoire mobile des sols, le déploiement à travers notre pays d'une caravane pour la promotion de la culture de fertilisation raisonnée dans l'agriculture guinéenne, la fourniture en cours d'exécution de 100 000 tonnes d'engrais comportant un don de 20 000 tonnes d'engrais concrets et divers, autre action de renforcement des capacités à différents niveaux. Cette disponibilité du Maroc, à partir de son expérience,
s'est manifesté encore une fois lors du COP22. C'est le centre d'initiative pour l'adoption de l'agriculture africaine au changement climatique, dit initiative triple A, que Sa Majesté le Roi a promis lors de la COP22. Cette initiative constitue une réponse innovante et concrète aux défis communs posés par les changements climatiques aux paysans africains sur l'ensemble du continent. Car l'initiative triple A, c'est le soutenu, et moi je la soutiens rigoureusement, permettra de donner des financements très importants au profit de la petite agriculture africaine. Je voudrais dire aux organisations ma totale adhésion au choix de l'eau comme sujet central de ces assises, et c'est d'autant plus que je viens d'un pays où, avec la maîtrise de l'eau, on peut multiplier les rendements de culture par 4 jusqu'à 8 parfois. La bonne gestion de nos ressources hydrauliques, aussi bien des fins agricoles, énergétiques, halieutiques, piscicoles, sont autant de sources de croissance de notre économie et de lutte contre la pauvreté. Votre choix est tout indiqué à un moment où le monde prend conscience des enjeux vitaux liés à la préservation et la bonne gestion de l'ordre brut et à toutes les conséquences désastreuses et que nous devons faire face si rien n'est fait. Le président en exercice de l'Union africaine énumère un certain nombre d'objectifs clés qui permettront désormais au continent de prendre son destin en main. Comme je suis président de l'Union africaine, je vais vous brosser rapidement qu'est-ce que nous voulons faire. La première chose, c'est que l'Afrique prenne son destin en main. Je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Paris. Nous ne voulons plus que les jeunes occidentales ou autres nous dictent ce que nous devons faire. L'Afrique doit définir sa propre voie de développement. Quels sont les vendeurs à développer l'Afrique à notre place? L'Afrique doit définir sa voie de progrès vers plus de démocratie. C'est vrai qu'il y a des principes universels qui gouvernent la démocratie, mais il est important qu'on laisse les Africains adopter ces principes universels à leurs conditions concrètes. On peut se poser la question, pourquoi les pays occidentaux n'ont jamais demandé aux pays asiatiques de limiter les mandats ou de ne pas avoir de présence dure? Comment l'Asie du Sud-Est a pu se développer? Comment la Malaisie a pu se développer s'il n'y a pas de continuité? La chance du Maroc, c'est d'avoir cette continuité qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc va devenir une réalité. Donc, nous sommes très clairs, nous ne voulons plus d'ingérence. L'Afrique est aujourd'hui majeure. J'ai dit à Abidjan, en m'adressant à mes pères francophones, que nous devons couper le cordon ombilical avec la France, car les pays anglo-saxons, enfin, les pays africains de langue anglaise nous reprochent souvent d'être trop dépendants de la France. Ce n'est pas toujours vrai, mais parfois c'est vrai. Et aussi, notre bataille, c'est d'abord d'énergie, comme vous le saviez, lors du COP21, COP22. 700 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. C'est-à-dire 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Or, vous savez très bien que sans énergie, il n'y a pas de développement. Donc, notre bataille aujourd'hui est de doter l'Afrique de l'énergie. La deuxième chose, il n'y a pas de développement sans l'agriculture et l'agro-industrie. Le Maroc vient de donner un très bon exemple. Donc, mais tout cela ne peut se faire que si nous assumons nos responsabilités. Lorsque l'Union africaine est financée par l'Union européenne, il n'y a pas de possibilité d'autonomie. C'est pourquoi, lors du sommet de Kigali, dernier sommet de Kigali et ensuite de l'Addis Abeba, nous avons décidé de consacrer 0,2% de nos importations au financement de l'Union africaine. Car si nous n'avons pas notre indépendance financière, nous ne pouvons pas parler haut et fort. Ensuite, nous avons engagé des réformes de l'Union africaine. Parce que très souvent, les chefs d'État ne prennent pas toujours très au sérieux l'Union africaine. Donc, nous avons confié au président Kagame de nous faire des propositions pour la transformation du fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons constaté aussi que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. Ça a été le cas, mon cher ami, pour l'énergie.
C'est pourquoi nous avons généralisé en nommant des champions. Le roi Sa Majesté, le roi Mohamed VI, sera le seul qui parlera au nom de l'Afrique en ce qui concerne l'immigration. On aura un seul interlocuteur et l'Afrique sera écoutée. Il en est de même, par exemple, pour l'Algérie en ce qui concerne le terrorisme. Le président Issoufou du Niger en ce qui concerne les libre-échanges. Comment voulez-vous que l'Afrique se développe lorsque nous avons des barrières douanières qui ne permettent pas au commerce de se développer? Seul le développement du commerce intra-africain peut nous permettre de nous libérer. Ensuite, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a changé le programme 2063. Et en ce qui concerne le président Idriss Déby, c'est lui qui est chargé de l'application de notre dernier mot d'ordre, qui est d'investir dans la jeunesse. Donc, je tiens à vous dire haut et fort que l'Afrique est mûre. Nous ne voulons plus d'ingérence. Ce sont les ingérences qui nous emmènent tous les problèmes. À Deauville, nous avons mis en garde les grandes puissances à l'époque. N'intervenez pas en Libye. Votre intervention aura deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas d'État en Libye et il y a le terrorisme au Mali, au Burkina, au Niger, etc. Donc, nous avons décidé que c'est l'Union africaine qui va trouver la solution au problème du bien. Il en est de même de tous les autres problèmes. Mais surtout, ce qui a été important au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est que les chefs d'État africains ont montré que face aux grands enjeux, aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas nous diviser sur un problème. Beaucoup de gens avaient pensé que le recul du Maroc à l'Union africaine allait nous faire éclater. Mais le Maroc a été admis par consensus. Et je suis convaincu que le retour du Maroc renforcera sérieusement l'Union africaine, car le Maroc est membre fondateur de l'EIA. N'oubliez pas que l'EIA a eu comme origine le groupe de Casablanca. Mais quand le groupe de Casablanca ne se trouve pas en Guinée, il se trouve au Maroc. Et nous savons aussi l'apport que le roi Mohamed V a fait en ce qui concerne le moment de libération. Donc nous sommes très heureux du retour du Maroc. Et nous sommes convaincus qu'avec sa force diplomatique et sa capacité économique, le Maroc apportera beaucoup. Donc, j'ai dit aussi à Abidjan que nous devons faire confiance aux hommes d'affaires africains. Très souvent, nous avons le complexe en pensant que c'est des Occidentaux peuvent nous développer. Aujourd'hui, non. L'Afrique va être non seulement un grand marché, mais l'usine du monde. Comme je l'ai dit souvent, c'était la Chine qui était l'usine du monde. Vous savez, la Chine a atteint un point aujourd'hui pour son développement et doit compter sur son marché intérieur, donc augmenter les salaires. Donc, elle n'aura plus de main-d'œuvre bon marché. Nous avons un main-d'œuvre bon marché, mais on avait un handicap, on n'avait pas la médecine technologique. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise technologique. Grâce à la maîtrise de l'énergie, nous allons non seulement pouvoir donner du travail à nos enfants et ne pas avoir de triste spectacle qui fait honte à tous les chefs d'État africains de voir nos enfants mourir dans le désert libyen ou dans les eaux de la Méditerranée. Donc, ça veut dire que nous devons remplacer la Chine comme usine du monde. Mais cela n'est pas possible s'il n'y a pas d'intégration africaine. C'est pourquoi notre bataille principale est que l'Afrique s'intègre, que tous les États soient ensemble pour qu'on ait un véritable développement économique. Face à la Chine, à l'Inde, au Brésil et à l'Union européenne, nos États seuls n'ont pas d'avenir. C'est pourquoi la démocratie est fondamentale. Mon cher ami, je vous remercie de m'avoir invité pour dire que c'est vérité, pour dire que désormais, nous sommes majeurs et nous ne voulons plus qu'on nous dise ce que nous devons faire. Merci. L'ambition du professeur Alpha Condé est donc bien claire. Elle consiste tout simplement à faire en sorte que tous les pays du continent se solidarisent davantage en vue d'une forte intégration africaine. Et le président en exercice de l'Union africaine tient à ce que tout cela se passe bien évidemment dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique avec le reste du monde.
La coopération Guinée-Maroc au Bofix dans le cadre de la campagne agricole de 2017 et en exécution du protocole d'accord signé entre l'office chérifien du Forstats et le gouvernement guinéen pour la fourniture de 100 000 tonnes d'engrais, la commission interministérielle chargée de la logistique invite instamment tous les transporteurs à envoyer dans les meilleurs délais leurs camions au port autonome de Conakry pour transporter les engrais vers les préfectures. Préparatif du trentenaire de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer basée à Abidjan dans 3 mois. Cet événement va mobiliser les pays membres sous la présidence de la Guinée qui tient les rênes du conseil d'administration de cette institution. L'objectif de cette rencontre est de jeter un regard rétrospectif sur les acquis et esquisser de nouvelles perspectives pour attirer plus de jeunes. Pour les camarades. Face aux défis maritimes mondiaux liés à la cybercriminalité, la pêche illicite et la gestion judicieuse des ports, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, des milliers de jeunes de la sous-région ont affûté leurs armes en transport maritime et en protection de l'espace marin. Un espace marin menacé par la pollution qui devient endémique et les incendies de plus en plus récurrents. Contre tous ces phénomènes, des jeunes de différentes nationalités sont sur pied de guerre. J'aime bien les voyages et autres et tout ça. Et puis la mer me fascine. L'académie m'apprend beaucoup. Tout ce qui est matière faisable et tout ça, tout ce qui est pratique et théorie. On commence d'abord par la théorie et puis ensuite on fait la pratique. L'académie m'apprend beaucoup. Pour nous, la société navale guinéenne, l'Académie des sciences et techniques de la mer est devenue un outil que nous utilisons pour le renforcement des capacités, mais aussi pour la formation de nos agents et cadres. Depuis 30 ans, les pays francophones ont uni leurs forces pour bâtir à Abidjan l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, d'un coût global de plus de 15 milliards de francs CFA. Un âge de la maturité que les 15 pays membres de cette institution d'intégration s'apprêtent à célébrer le 31 juillet prochain. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration de l'Académie régionale multiplie les contacts pour des festivités sans fausse note. Pour marquer l'événement, donc, nous avons choisi le président Denis Sassou Nguesso comme étant le parrain de l'événement. Et pour cela, donc, on se transporte chez lui pour aller lui remettre l'enveloppe. Et aussi, tout le monde est conscient, ça a été révélé le jour du conseil d'administration que nous avons tenu récemment à Conakry, de tout l'appui que vous apportez à cette grosse institution-là, hein, de formation et de renforcement des capacités. Je partagerai donc l'information avec les plus hautes autorités ivoiriennes, donc pour que donc la diplomatie donc se mette en branle donc pour un succès donc de la visite du président Sassou Nguesso donc à Abidjan à cette occasion. Du haut de ces 30 ans, c'est une véritable invitation au voyage. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer s'apprête à fêter ses 30 ans. La grande famille élargie, les pays membres de cette institution comptent se mobiliser ici pour fêter en apothéose cet anniversaire. Une fête multicolore placée sous l'égide du tricolore national. Une fête que la Guinée compte marquer par un cachet particulier, une façon de relancer les activités pour attirer des milliers de bras valides dans les métiers des ports et de l'industrie maritime. Fodé Camara, merci pour ce reportage. Retour en Guinée. En décembre dernier, le gouvernement guinéen a lancé d'importants travaux de désenclavement des zones rurales dans la préfecture de Kindia, Forikaria et Koya. Près de 4 milliards de francs guinéens ont été investis dans la construction des ouvrages de franchissement et des pistes rurales. 4 mois après le lancement des travaux, une mission d'évaluation fait son constat. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. La construction de ce pont sur le Meyenkouré à Kindia était une des recommandations majeures des populations riveraines pour le désenclavement de leur localité. Long de 30 mètres, ce pont va jouer un rôle important dans l'écoulement des produits agricoles cultivés dans cette zone vers les centres urbains. Un soulagement pour les populations de Domia en particulier qui saluent la fin des travaux de l'ouvrage.
Depuis nos ancêtres, notre communauté a beaucoup souffert de l'absence d'un pont de ce type sur le fleuve. Aujourd'hui, nous remercions le chef de l'État et les responsables administratifs de Kindia. Nous sommes vraiment très heureux. Le pont sur le Meyankouré fait partie d'un vaste programme de désenclavement de localités reculées dans la région de Kindia. Un programme financé par le gouvernement à travers le Fonds d'entretien routier. Donc la population est satisfaite, donc nous aussi on est satisfaits. Et compte tenu du fait que c'était un obstacle pour ces villages, vraiment au moment de la tombée des pluies, il faisait beaucoup de dégâts, des cas de mort même, de personnes. Donc la mobilité, à partir de ce travail qui est fait, la mobilité va être mieux assurée pour ces populations. Sur le Kitema d'Ankoya, un autre pont de 18 mètres est en construction, tandis que sur la piste Kendoumaya-Tambaya, les ouvriers s'attellent à achever les travaux de construction d'un pont de 15 mètres. 26 km de pistes rurales sont également réhabilitées. Une mission de contrôle des ministères de l'Agriculture et des Travaux publics a permis d'évaluer le niveau d'exécution des chantiers. Aujourd'hui, le constat est que sur les 6 contrats, 3 sont dans les délais contractuels et 2 non, soit un taux de réussite de mise en œuvre de 66% pour un délai moyen déjà consommé de 80%. Pour les chantiers non encore achevés, les entrepreneurs sont invités à prendre tout. On change de sujet. L'État guinéen vient de doter les centres hospitaliers du pays en équipement médical. Le geste vise à améliorer les services d'urgence en vue de réduire considérablement le taux d'évacuation sanitaire. Le reportage de Adia Toubari. Du matériel médical et des mobiliers pour améliorer la prise en charge des situations d'urgence dans les structures sanitaires du pays. Le lot contient des contracteurs d'oxygène, aspirateurs électriques, tensiomètres, boîtes de traumatologie, bistouri électriques et des chariots de traitement. Pour la toute première fois, des défibrillateurs cardiaques automatiques vont aussi être installés dans les hôpitaux du pays. À chaque fois que je suis passé dans les structures hospitalières, notamment de la capitale, les hôpitaux régionaux, c'est le même problème que j'avais constaté. Il n'y avait pas d'extracteur d'oxygène, il n'y avait pas d'aspirateur, il y avait le petit matériel qui manquait. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, nous sommes à même de doter vraiment l'ensemble de nos structures de santé de ce qu'il faut pour la prise en charge de ces situations d'urgence. Vraiment, nous amenons même des défibrillateurs pour, n'est-ce pas, les situations d'arrêt cardiaque pour nos structures sanitaires. Ces équipements médicaux sont achetés sous fonds propres du budget national de développement. Ils sont répartis entre les différents centres hospitaliers de 8 districts sanitaires du pays. Après leur acheminement dans les formations sanitaires bénéficiaires, des fiches de suivi pour chaque lot seront établies. Il faut que cet équipement reste sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé vraiment de les enregistrer et d'avoir des fiches de suivi, n'est-ce pas, sur la présence de ces équipements au niveau des structures sanitaires d'une part. D'autre part, c'est la maintenance. Voilà pourquoi j'ai responsabilisé directement les directeurs d'hôpitaux, en tout cas en ce qui concerne la sécurité de ces équipements, mais aussi leur maintenance. Je crois que l'arrivée de ce matériel qui constitue plus qu'un objectif de motivation permettrait à chacun de prendre conscience que réellement c'est un matériel qu'il faut entretenir parce que nous n'avions que trop besoin. La qualification des services de santé à travers la dotation en équipement de dernière technologie est un volet inscrit dans la feuille de route du ministère de la Santé. La mise en œuvre de cette stratégie va favoriser à coup sûr la réduction des évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. Santé encore, en plus bref, le centre de santé de Koundou, dans la préfecture de Guékédou, est rénové et équipé par l'association des jeunes guinéens de France. Coût des travaux, 200 millions de francs guinéens. Koundou dispose désormais d'un établissement sanitaire moderne. Les habitants de Koundou expriment leur gratitude aux donateurs. Nous y reviendrons. La douane régionale de Bouquet vient de saisir un camion remorque contenant des fûts de carburant. Le véhicule a été arraisonné à Colabouin. Ce trafic est récurrent dans la zone. Le ministre du budget s'est rendu sur les lieux. Komara Moussa fait le point.
À l'intérieur de ces camions, une centaine de fûts contenant des produits pétroliers. Il a été saisi à Kolaboni par la brigade mobile de la douane régionale de Boké. Le trafic de carburant est reculant dans la zone. Le phénomène inquiète les autorités douanières. Le code des douanes pour des cas comme ça prévoit la confiscation pure et simple, non seulement des produits, mais du moyen de transport. Et c'est pourquoi nous allons demander à la justice de faire appliquer les dispositions du code. Tout camion transportant des produits en provenance de Kamsar, c'est-à-dire des produits pétroliers dans le cadre du trafic, sera saisi, confisqué et vendu aux enchères publiques. La région de Boké est devenue le nouveau centre du trafic de carburant ces derniers temps. Plus de 20 000 litres ont été saisis récemment dans la zone grâce à la vigilance des services des douanes. La taxe sur les produits pétroliers représente à peu près 40% des recettes attendues des services de douane, ce qui représente à peu près 3 000 milliards. Alors si ces produits contournent le cordon douanier, ça a des conséquences parce que ça vient en baisse aux recettes publiques. Mais ça, c'est de l'autre côté aussi, les sociétés qui importent légalement leurs produits et qui entendent les vendre légalement sur le marché local sont affectées parce qu'elles sont obligées de réduire en fait les quantités importées parce que la consommation est affectée par des produits non autorisés en fait qui sont vendus sur le terrain. Le propriétaire du camion est sous les verrous. Les enquêtes sont ouvertes afin de déceler les auteurs de ce trafic à grande échelle dans la région. En attendant, le soupçon pèse sur certaines sociétés minières qui opèrent dans la localité. Dans l'actualité encore, des vivres pour les cantines scolaires, un geste du gouvernement japonais. La valeur de ce don est estimée à 3 millions de dollars américains. Cette aide soutient le département de l'enseignement préuniversitaire et encourage les élèves à bien poursuivre leurs études. Mama Aïssata Kamara, Makamedozo reportage. En Guinée, plus de 1500 cantines scolaires sont installées à travers le pays. Le Japon, à travers le PAM, vient d'apporter un soutien alimentaire à ces cantines scolaires. Plus de 2000 tonnes de riz et 500 tonnes d'haricots sont offertes à la Guinée pour le fonctionnement de ces restaurants scolaires. Sécurité alimentaire étant des piliers importants de notre contribution, la contribution japonaise pour la Guinée. Bon, la fourniture de ces sacs-là, c'est une partie de programme de cantines scolaires géré par le PAM. Donc à ce contexte-là, le Japon assiste le programme de PAM pour apporter ces nourritures pour les enfants. Le Japon va continuer à contribuer ce genre de contribution comme fourniture de nourriture à la cantine scolaire dans l'avenir avec la PAM. Dans cette école primaire de la commune urbaine de Dubreka, des sacs de riz sont mis à la disposition de l'établissement. Les investissements dans ces cantines ont permis de réduire le taux d'abandon scolaire chez les enfants. C'est une politique de cantine que mon département a mis en place et a été soutenue par le gouvernement et le chef de l'État pour permettre à 54 000 élèves de bénéficier de ces rations journalières et à travers les cantines scolaires. Nous recevons ces dons-là aujourd'hui avec une joie immense, puisque nous savons que ce don va nous permettre de garder les enfants sur place, de réduire l'absentéisme et les retards, et ça va aussi soulager les parents. Entre 2015 et fin 2017, l'appui du Japon au PAM devrait permettre de toucher 54 600 élèves dans les préfectures au taux de pauvreté élevé, comme Gawal ou encore Fria. La corruption en milieu scolaire et universitaire, la question était un débat ce week-end au lycée équipé. L'animateur, le juriste Mohamed Kamara, a expliqué aux élèves et enseignants les différentes formes de corruption et leurs conséquences sur le système éducatif guinéen. Nous y reviendrons. La Fédération guinéenne des comédiens a désormais un bureau exécutif. Ce bureau aura pour rôle de coordonner toutes les activités des comédiens dans le pays. L'installation de ce nouveau bureau a mobilisé au Musée national de Sender-Valia plusieurs artistes, comédiens et hommes de culture. Reportage sans frein, Koulibaly, Maïmouna Belayano. C'est au rythme de la fanfare, ponctuée d'actes comiques, que les réjouissances ont démarré au Musée national de Conakry.
La création de la FENACOGI, Fédération nationale des comédiens de Guinée, vise à valoriser la culture guinéenne. La nouvelle structure devrait permettre aux comédiens d'évoluer ensemble et de s'entraider. Le président de la FENACOGI s'engage à dynamiser le secteur de la comédie pour susciter plus d'intérêt chez les citoyens pour le cinéma local. 17 ans depuis 2000, mon association est créée, ça fait 17 ans que les premières associations existent. Beaucoup veulent nous aider, mais on était dispersés dans des groupes isolés. Désormais, nous sommes unis. On va exprimer nos besoins entre nous et les harmoniser. Mais c'est d'une seule voix que nous allons parler désormais au gouvernement. La FENACOGI est aussi un organe d'appui aux comédiens pour leur permettre de renforcer leurs capacités dans la pratique du métier et valoriser le secteur dans notre pays. Le ministère de la Culture compte accompagner cette fédération nationale. Il vous souviendra, il y a un mois de cela, lorsqu'il nous a reçus au Palais Sékou-Touré. Donc il s'agit de développer cette idée, de faire en sorte que toutes les familles d'acteurs intervenant dans le sport et dans le domaine de la culture puissent se constituer en association, en fédération, pour pouvoir demain bénéficier de l'aide de l'État. Nous avons mis en place un fonds qu'on appelle le fonds d'aide à l'action culturelle et le fonds d'appui au développement des sports, le FADES, pour que la culture et le sport puissent connaître un développement horizontal. Les comédiens saluent la mise en place de cette fédération. Ils invitent les autres associations à y adhérer. Dans le quartier Cameroun à Conakry, une maison d'habitation a pris feu la nuit dernière auprès de la Payotte. Les victimes, les artistes Papa Kouyaté et Ibrahima Kouyaté ont tout perdu. Les dégâts matériels sont perceptibles. Notre reporter Mauvais Trois Camara s'est rendu sur place. Suivez son constat. Plus rien ne reste de cette maison sauf ces 3 livres coraniques. L'incendie a ravagé tout le reste. C'est aux environs de 2 h du matin qu'il s'est déclaré dans les domiciles des victimes. Papa Kouyaté et Ibrahima Kouyaté, tous 2 artistes à la Payotte, quartier Cameroun, commune de Dixine. Selon les premières informations, un court-circuit serait à l'origine. Il y a eu coupure d'abord. Entre-temps, d'un seul coup, il y a eu, quand le feu est revenu, ça a pris toute la maison. Et moi, comme je ne vois pas proprement bien, donc Dieu a fait que j'ai pu ouvrir la porte parce que j'étais seul. J'ai pu ouvrir la porte et sortir. Donc je dirais Dieu merci, je suis vivant, mais j'ai tout perdu, même une écu. La famille Ibrahima Kouyaté, orchestre Bala, c'est sa famille, elle est morte. C'est sa famille qui sont là. Et c'est moi qui est derrière lui ici. Sinon tout est brûlé comme ça. D'énormes dégâts matériels sont enregistrés. Une peine que partagent les responsables de la culture venus constater les dégâts. Tout le monde s'est déplacé parce que Papa Kouyaté, humainement, il n'y a rien à reprocher. C'est un être, il est socialement aux côtés des uns et des autres. Donc moi, en dehors du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, je tente de joindre mon ministre, que j'aurai certainement tout à l'heure. Le secrétaire général est déjà informé. Moi, c'est l'ami, c'est le frère, le grand frère, que je viens assister personnellement pour partager avec lui ces moments de douleur. L'une des victimes de l'incendie, Papa Kouyaté, est l'un de ceux-là qui ont contribué au rayonnement de la culture guinéenne. L'autre domicile touché est celui de la famille de feu Ibrahima Kouyaté, ancien sociétaire de Bala et ses baladins. Un secours d'urgence donc en faveur de l'artiste Papa Kouyaté et ses frères. Le tournoi doté du trophée Professeur Alpha Condé vient de prendre fin à Massanta. Ses équipes ont pris part à cette compétition sportive. C'est l'équipe de Binikala qui a remporté la coupe au détriment de Bofoussou sur le score de 3-1. Notre envoyé spécial Abdul Aziz Baldé reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.